Vraiment, vous pouvez le féliciter. Il est là. Alors, il est là, on le voit comme une personnalité médiatique qui nous donne beaucoup de conseils, que vous écoutez à travers les médias. Mais moi, je le vois aussi comme un ami, membre d'une communauté, qui me donne aussi des conseils sur comment gérer la communauté. Il arrive de m'appeler depuis des années. Donc, je voulais vous dire ton regard en tant qu'homme de la communauté, en tant que personne qui ne renie pas ses origines dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que d'être médiatique et de savoir redire qu'on est juif, qu'on soutient Israël, qu'on soutient la cache-route, qu'on soutient tout cela, c'est très appréciable. Voilà, je voulais vraiment, ici, au Consistoire de Paris, dans ce centre européen du Judaïsme, devant les milliers de personnes qui sont là, je voulais vraiment te redire nos remerciements pour le travail que tu fais, mais aussi pour l'identité que tu portes, que tu ne renies pas et que tu transportes vers les autres. Et quand on voit des personnalités qui sont reconnues du monde public arriver à défendre nos valeurs, ça donne aussi à ceux des non-juifs qui t'écoutent une proximité encore plus grande avec notre identité, avec la défense de nos valeurs. Alors maintenant, ça c'est de façon générale sur ta personnalité et l'adaptation effectivement du kasher avec les règles diététiques pour qu'on n'en arrive pas à avoir des ventres qui gonflent et qu'on arrive à respecter, ça c'est ta partie. Et on te laisse vraiment nous le dire. Ce qu'il faut redire ici, dans ce lieu, on n'a qu'un échantillonnage pas suffisamment représentatif des 200 points kasher que nous avons sous notre responsabilité au Beth Din de Paris. Je le disais, le grand rabbin de Jérusalem qui était là il y a quelques jours a comparé le réseau kasher de Paris-de-France à celui de Jérusalem. C'est dire combien notre communauté est importante et combien dans ses valeurs elle devient exigeante. Il y a de plus en plus de gens qui mangent kasher parce qu'ils savent qu'on peut trouver dans le kasher toutes les qualités. Et avec ton aide, on va améliorer la diététique du kasher. Merci beaucoup. Merci. D'abord, Joël, merci. Et je remercie Geoffroy Boulard d'être là, toujours présent à nos côtés, et Jacques-Yves Bobot, qui est le trésorier du Consistoire de Paris, qui est là également avec nous pour défendre la cache-route et pour défendre l'ensemble de nos valeurs. Merci beaucoup. Je t'en prie, mais je suis ravi de te voir, Geoffroy. Geoffroy Boulard est le maire du 17e arrondissement. Il a fait partie de nos soutiens. Et donc, à ce titre, plus qu'un autre, il mérite notre respect et notre amitié. Et je te la manifeste publiquement aujourd'hui. Merci à toi et bravo. Je ne voulais pas rebondir là-dessus, je voulais juste vous dire, on m'a beaucoup félicité et quand je me promène à Tel Aviv, je me fais arrêter sur la Taillelette par des gens qui me disent bravo, vous êtes courageux, et pendant longtemps, je n'ai pas compris ça. Et je me tournais vers mon épouse et je lui disais, je ne comprends pas très bien pourquoi je suis courageux. Et en fait, c'était lié à mes prises de position médiatiques, que ça soit sur les antennes israéliennes, sur I24, mais aussi sur les antennes françaises. Autant sur Europe et CNews qui sont des chaînes acquises que sur BFM et partout où je professais l'identité juive. Et je dois vous dire que si j'étais sioniste auparavant, le 8 octobre, je suis devenu ultra-sioniste. Et je considère, ma venue en est un témoignage ici aujourd'hui, que chaque juif, devant la dangerosité de la situation et devant l'urgence, se doit aujourd'hui de ne plus faire aucune concession. Ça veut dire que je suis sans concession. Donc je défendrai inconditionnellement tout ce qui va se passer pour Israël, parce que c'est notre identité juive qui est en question, parce que c'est pas seulement notre judaïsme, c'est notre vie et notre survie qui est en question. Ceux qui ne l'ont pas compris ne sont pas nos adversaires forcément, mais ils ne sont pas aussi sensibilisés que nous. C'est pour ça que je ne trouve pas qu'il y a grand courage à faire ça. Je trouve que c'est un devoir moral pour chacun d'entre nous d'être désormais un ambassadeur de ce sionisme qui vise à nous protéger et à faire en sorte de protéger les Juifs qui sont dans la diaspora et à l'intérieur d'Israël et d'espérer avec eux la libération des otages, même si le prix à payer a été très lourd. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais commencer en vous disant que alimentation équilibrée, vous entendez tous les jours des recommandations sur les réseaux sociaux et sur les grands médias pour vous expliquer comment manger équilibré. Et la plupart d'entre vous ont entendu les messages sur lesquels je vais revenir. Mais je voudrais juste, j'ai pris le papier pour ne pas me tromper, vous dire que vous avez sûrement entendu parler de Maïmonide. Et je vais vous lire ce que Maïmonide disait à l'époque, déjà en 1200, grosso modo, sur les recommandations alimentaires. Et Maïmonide disait « L'alimentation est une médecine préventive. C'est la première des médecines. Il insiste sur la prévention des maladies par une hygiène de vie équilibrée. Premier conseil de Maïmonide, manger avec modération. Il déconseille de manger jusqu'à satiété.
Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, manger avec modération ici. Selon lui, il faut toujours s'arrêter de manger avant d'être complètement rassasié. Et je cite un passage de ce qu'il a écrit. Un homme ne doit manger qu'après avoir ressenti la faim et ne doit pas manger jusqu'à être complètement rassasié. Deuxième conseil de Maïmonide, activité physique et digestion. L'exercice physique est essentiel, il le considère aussi important que l'alimentation. On est en 1200. Hein. Aussi longtemps qu'un homme fait de l'exercice, il ne tombe pas malade. Le choix des aliments. Alors regardez, après on pourra le justifier. Favoriser le pain complet, les légumes cuits, les fruits en saison, les viandes maigres, le vin rouge en modération. Éviter friture, viande grasse, poisson lourd, excès de produits laitiers, attention aux mélanges alimentaires et à la digestion. Fréquence et horaire des repas, je vais y revenir. 2 repas par jour sont suffisants, un le matin et un l'après-midi. Quand j'ai dit ça à ma femme cet après-midi avant de venir ici, elle m'a dit « Moi, ça me conviendrait très bien. » Moi, ça ne me convient pas du tout. Manger à heure fixe, éviter de manger tard. Évacuation et régularité intestinale. Maïmonide accorde une grande importance à la régularité intestinale. Il conseille une alimentation favorisant le transit, eau tiède au réveil, légumes verts, et d'éviter les aliments qui constipent, équilibre des aliments inspirés de la médecine antique. Il distingue les aliments chauds, froids, secs ou humides et recommande un équilibre en fonction du climat, de l'âge et de la condition physique. En fait, tous les conseils qu'il a donnés aujourd'hui sont encore d'actualité. Si on les reprend, les gens se sont braqués pendant quelque temps sur l'affaire des fruits et des légumes. J'ai en permanence des parents en consultation qui me disent « je n'arrive pas à faire manger des légumes », en fait parce qu'on a rabâché sans arrêt ce slogan des fruits et des légumes. Le véritable slogan n'est pas celui que vous entendez et qui a été fait par ce qu'on appelle le PNNS, le plan santé auquel j'ai participé, qui n'était pas de dire manger 5 fruits et légumes par jour, mais qui était de dire débrouillez-vous à manger 400 grammes de fruits et légumes par jour en essayant de les varier, le chiffre de 3 à 5 semblant favorable. Or, en fait, manger 400 grammes de fruits et légumes par jour, c'est rien. Je veux dire, une pomme, elle pèse entre 150 et 200 grammes. Une assiette de haricots verts ou un plat de carottes râpées pèse entre 150 et 200 grammes. Donc, je ne serais peut-être pas arrivé aux 3 par jour, mais quelque part, ça suffisait largement. Et on a rabâché ce thème qui a finalement stressé les gens au point qu'on m'a fait intervenir récemment sur une télé pour expliquer ce qui se passait avec les fruits et légumes. La consommation des fruits et légumes en France n'a cessé de baisser, en fait, conjointement à l'apparition de cette publicité. Deuxième message qui est apparu récemment, qui fait partie des bons messages d'équilibre alimentaire, c'est augmenter la consommation des légumineuses. Et quand j'ai voulu commencer à préparer quelque chose sur le thème que j'avais moi-même choisi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre nourriture typiquement juive, j'avais les légumineuses. On a des produits dans notre alimentation qui sont particulièrement intéressants. Nous sommes des grands consommateurs de tomates. La tomate est un produit qui est particulièrement riche en un antioxydant qui s'appelle le lycopène. Or, curieusement, quand le lycopène est cuit, c'est-à-dire quand vous faites cuire de la tomate, et particulièrement dans de l'huile d'olive, vous transformez ce lycopène en lycopène superactif, ce qui veut dire que vous disposez d'un super antioxydant. Quand vous ajoutez un peu de poivron à cette préparation, huile d'olive, tomate, qui va vous rappeler quelque chose, vous augmentez considérablement le taux de vitamine C, car la plus grande part de la vitamine C ne se trouve pas dans l'orange, dans le citron ou dans je ne sais quoi, ou dans le kiwi, mais le poivron est un des produits les plus riches en vitamine C. Donc quand nous cuisons dans de l'huile d'olive, de la tomate avec des piments, eh bien en réalité, 1, nous augmentons notre taux de vitamine C, 2, nous fabriquons un super antioxydant, et troisièmement, l'huile d'olive, si on a eu l'astuce de ne pas la cuire au-delà de 180 degrés, ce qui est quand même l'usage en général, on a des acides gras de très très bonne qualité qui vont nous protéger à la fois en tant qu'antioxydants, mais qui sont également bons pour le système cardiovasculaire. La plupart des plats cuisinés comportent en général, j'ai une affection particulière pour les plats algériens, puisque je suis né à Oran, mais quand on mangeait une loubia, par exemple, c'était des haricots. Or, quel est le deuxième message que vous recevez à l'heure actuelle? Haricots, pois chiches, fèves, lentilles. On n'était pas des gros consommateurs de lentilles, mais par contre, les fèves, les haricots et les pois chiches, on y va quand même. Donc ça veut dire qu'on avait l'astuce déjà dans cette préparation alimentaire. Alors bien sûr, en France aussi, avec le cassoulet, ils peuvent le faire. On avait l'astuce de mélanger des légumineuses à un plat qui était fait avec de la viande. Dans les viandes, tout à l'heure, j'avais un doute avec ma femme. Je lui disais, au fond,
quand tu prépares un plat cuisiné, quelle est la viande que tu préfères? Et elle me disait, la viande que je préfère, c'est le jarret. Je lui disais, pourquoi tu préfères le jarret? Elle me disait, parce qu'il coagule mieux, parce qu'il donne de la texture à un plat cuisiné quand je le prépare. Et je lui disais, bravo, bingo, tu as raison, parce que le jarret, de toutes les viandes grasses que nous utilisons dans nos préparations, en fait, c'est la viande la plus maigre. Et pourquoi elle permet de lier les plats mieux que d'autres viandes? Eh bien, simplement parce qu'elle contient beaucoup de collagène. Et donc, comme elle contient beaucoup de collagène, elle permet de créer un élément de liaison. Le collagène, qui ici a été tenté de consommer du collagène? Eh bien, ça ne sert à rien. Le collagène que vous prenez en poudre ou en ampoule, ou etc., ne sert à rien. Le collagène est une protéine qui sera détruite dans votre estomac et dans votre intestin et qui se transformera en acide aminé. Et à moins que les Israéliens aient inventé un GPS sur chaque acide aminé pour se diriger typiquement vers l'os ou le cartilage, ça n'a aucun intérêt. Quand vous consommez de la gelée ou par exemple de la joue de bœuf ou bien du jarret, vous disposez de suffisamment de collagène. Dans notre alimentation, on a également beaucoup de féculents. Mais ces féculents, ce n'est pas seulement les pâtes, c'est aussi le riz et l'orge. Le riz et l'orge sont intéressants pour ceux qui ont du mal à digérer. Donc en fait, quand on reprend les fondamentaux de l'alimentation juive, elle regroupe à peu près la quasi, et je n'ai pas encore parlé de la nourriture tunisienne, à l'exception du sandwich, mais de la nourriture tunisienne, qui elle aussi sait associer des légumes entre eux, ou de la cuisine marocaine, qui fait 7 légumes de temps en temps. Donc, quand on associe l'ensemble des éléments de notre nourriture juive, on a une nourriture de qualité. Alors, qu'est-ce qui pose un problème? Eh bien, c'est un combat que je mène et que je perds, et que je continuerai à perdre, qui fait que chaque personne qui fait le Shabbat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer dans cette assistance pourquoi Shabbat, vous êtes obligé de faire 14 salades, 3 plats cuisinés et 4 desserts? Je voudrais comprendre. Est-ce que vous avez été chez des non-juifs et on vous a dit c'est un repas de fête, alors je vous ai servi une salade de piment, une salade de tomate avocat, un tataki de son, un peu de saumon fumé, etc. Pourquoi 14 salades? Dans quelle partie de la Torah c'est écrit? Pourquoi 3 plats? Vous dites, OK, un poisson, de la viande, faites du thon avec la salade de piment en hors d'œuvre, et ensuite faites un plat cuisiné, et arrêtez de faire en sorte que chaque juif que je reçois à mon cabinet me dit « Ah, je fais bien ton régime, mais il y a Shabbat ». Et quoi, il y a Shabbat? Pourquoi il y a Shabbat? Est-ce que finir par un carpaccio d'ananas, c'est pas impossible? Qui a inventé les chocolats à miel? Qui a inventé les chocolats à miel? Avant, on n'avait pas de chocolat à Shabbat. Et bien maintenant, sur toutes les tables de Shabbat, à la fin, et tiens, je t'ai amené un paquet de chocolat à miel. En fait, ce qui nous pose un problème, c'est notre rapport à la nourriture. Pas pour tout le monde, c'est notre rapport à la nourriture. C'est-à-dire que nous avons une empathie particulière avec la nourriture. Elle est l'héritage de notre appartenance à notre religion, mais à notre peuple. Et au travers de cette alimentation, nous véhiculons énormément de choses. Le fait même que je critique les 14 salades et les 3 repas fait partie de notre tradition. De dire à Shabbat, on mange trop, c'est un élément de liaison, c'est un élément, ouvrez les guillemets, religieux qui nous relie les uns et aux autres. Donc la tradition alimentaire, elle est dans le vécu de chaque juif et elle est dans la tradition et dans la transmission. Qui ne se souvient des plats que préparait sa grand-mère, qu'a essayé de faire sa mère, mais qu'elle fait moins bien que la grand-mère, et que la fille finira par rater? Donc, qui ne se souvient de ça? Donc, cette alimentation, elle a la caractéristique d'être bonne, et elle est notre relation au plaisir et à la joie. Ça veut dire la joie de manger. J'explique souvent, quand on me parle des Alzheimer, par exemple, j'ai travaillé avec mon ami Thierry Marx sur la nourriture qu'on donnait aux gens qui étaient dans les EHPAD. Et tous les mecs des EHPAD s'obstinent absolument à leur donner une nourriture mixée. Ce qui est stupide, parce qu'on gâche le plaisir de manger à des gens qui ont une fragilité intellectuelle. Or, en réalité, le plaisir de manger, il est partie inhérente de notre comportement. Donc le plaisir de manger n'est pas contestable. Quand je me suis battu pour les régimes, pour dire on ne peut pas laisser faire aux gens des régimes en les frustrant en permanence, il faut leur donner une dimension de plaisir, c'était parce que la vie est un équilibre des plaisirs. Quelqu'un qui arrête de fumer mange plus, quelqu'un qui arrête de fumer, quelqu'un qui arrête de manger fume plus, quelqu'un qui arrête l'alcool mange plus, quelqu'un qui arrête les médicaments mange plus, etc. Parce qu'on essaye en permanence de trouver cet effet de balance
entre le bonheur d'exister, le bonheur de profiter de toutes les choses qui sont autour de nous. C'est pour ça que je condamne jamais l'alimentation et que le mantra que je répète le plus à l'heure actuelle, c'est une bonne alimentation n'interdit rien. Il y a des choses qui m'énervent. Par exemple, l'affaire des oléagineux. Il y a une promotion à l'heure actuelle sur les oléagineux, ça veut dire les amandes, les noisettes, les noix de cajou. Bien sûr que c'est un bon produit. Pourquoi ? Les oléagineux sont un bon produit parce que c'est riche en protéines, c'est riche en fer, c'est riche en fibres, et on dit que c'est rassasiant. Ben pourquoi c'est rassasiant ? C'est parce que les noix de cajou sont l'équivalent calorique du beurre. Donc quand les gens prennent aimablement une poignée de noix de cajou, en fait, ils prennent aimablement 1 à 2 cuillères à soupe de beurre ou d'huile. Donc quand on a amplifié cette appétence pour les oléagineux, qui sont certes de bons produits, on a fait en sorte que les gens se sont rassurés en disant si je mange des oléagineux, c'est bon pour ma santé, en oubliant qu'à 700 calories pour 100 grammes, c'était un produit hautement calorique, et donc qu'à ce titre, on a le droit d'en manger, mais on en mange quelques-unes, on en mange 4, 5, mais on n'en mange pas tout un paquet. Et à chaque période, on a des modes alimentaires comme celle-là qui ruinent la capacité des gens à construire leur alimentation. Ruiner la capacité des gens à construire leur alimentation, c'est toutes les fausses informations que vous recevez à droite, à gauche, pour vous dire, par exemple, on a connu l'épisode du citron. Alors tout le monde prenait du citron dans de l'eau tiède. Alors l'eau tiède, c'est pas mal, le disait Maïmonide, mais pourquoi mettre du citron dans de l'eau tiède ? On ne comprenait pas bien la raison, mais c'est une mode, c'est une espèce de rumeur qui enfle et qui se propage, comme le vinaigre de cidre, qui a été une des choses les plus idiotes qui a été dite ces derniers temps, comme si les pics de glycémie attendaient le vinaigre de cidre, alors que chacun d'entre nous aura des pics de glycémie en fonction de l'heure, en fonction de ce qu'il a mangé, en fonction du stress, etc., etc. Et donc, toutes ces rumeurs, elles sont très négatives parce que, au bout du compte, les gens sont très perméables à ce type de rumeurs. Et ce qui se passe, en général, c'est qu'ils ne mangent plus comme ils savent manger, mais ils mangent comme ils pensent qu'ils devraient manger, selon des mécanismes arithmétiques et imaginaires qui font qu'au fond, ils déforment leur nourriture, qui, un, ils prennent plus de plaisir, et deuxièmement, ils ne mangent pas convenablement. Quand on veut construire, alors, construire un repas intelligent, vous le connaissez, c'est l'affaire de je prends une assiette de crudités. L'intérêt de manger des crudités, c'est en général d'augmenter le volume de l'estomac, donc de diminuer la sensation de faim, donc de permettre d'avoir une satiété plus rapidement acquise. On sait que, par exemple, quand on mange des crudités, si on les huile légèrement et si on les mange non pas glacées mais tièdes, elles sont beaucoup plus digestes. Par exemple, les asperges sont un produit qui pourrait être assez peu digeste. Quand les asperges sont tièdes, c'est pour ça que les cuisiniers ont très vite compris ça, c'est beaucoup plus digeste. Ensuite, on est censé manger des protéines. Alors, combat sur les protéines, que sont les bonnes protéines ? Les bonnes protéines, c'est en général des protéines qui ne sont pas trop grasses, à l'exception des poissons gras comme saumon, thon, maquereau. Vous avez vu que très récemment, il y a eu une polémique sur le thon et le mercure. Cette polémique, elle a été déclenchée par des ONG dont le but est plutôt de faire le buzz plutôt que de dire des vérités. La réalité, c'est que les Juifs ont mangé d'une façon générale une Méditerranée de thon dans leur vie. On est d'accord. Aucun d'entre nous n'a été victime d'une intoxication au mercure. Apparemment, vous êtes tous là. Ce que cette ONG n'avait pas dit, c'est que dans les boîtes de thon qu'on trouvait, on trouvait 3 types de thon, le thon Germont, le thon Listao et le thon Albacore. Et qu'en fait, selon l'épaisseur et le poids du poisson, il pouvait plus ou moins se charger en mercure, mais aucune de ces boîtes de thon n'avait dépassé les seuils qui étaient légaux autorisés. Il n'en reste pas moins que le thon, autant que le poulet, est un des produits les plus riches en protéines, c'est-à-dire 25% de protéines. Autrement dit, avec 40 grammes de thon, vous avez l'équivalent d'un skyr. Après, je ferai la fête au skyr tout à l'heure. Et l'équivalent d'un skyr, ça veut dire qu'avec 40 grammes de thon, on a 10 grammes de protéines, qu'on risque assez peu d'avoir une intoxication au mercure, mais que le thon présente un deuxième avantage, c'est qu'il va nous amener des oméga 3, contrairement au poulet, qui est un produit certes intéressant parce qu'il est maigre et riche en protéines, mais qui est un produit pauvre. En dehors de la vitamine B12 qu'on trouve dans toutes les chairs animales, il n'y a rien dans le poulet. Il y a des protéines, un peu de minéraux, un tout petit peu de vitamine B, de la vitamine B12, pas grand-chose. Pareil que la viande rouge. La viande rouge est un produit pauvre. Ça veut dire pareil que pour le poulet. Ça contient à peu près les mêmes choses. Petit bémol, la viande rouge contient du fer héminique.
Ça veut dire un fer qui est beaucoup plus utile à notre organisme que le fer qu'on trouve par exemple dans les lentilles ou dans les légumineuses. Et sinon, les autres protéines maigres, ben, c'est les poissons blancs, selon l'autorisation de la cache-route. Mais on a d'autres types de protéines, comme par exemple des œufs ou du fromage, quand on peut manger du fromage. Quant aux œufs, tordons également une rumeur. Depuis quelques années, on s'est rendu compte que la précaution consistait à dire aux gens qui mangeaient du cholestérol ne prenez plus d'œufs est une fausse précaution. Pourquoi ? Parce que 75% du cholestérol est produit par l'ensemble de notre alimentation. 25% provient typiquement des aliments qui contiennent du cholestérol, soit une très faible partie. Par contre, l'œuf présente l'avantage d'être un produit extrêmement rassasiant, extrêmement nutritif. Le jaune de l'œuf et le blanc d'œuf, outre les protéines, contiennent la vitamine A, D et E, avec de la lutéine qui protège nos yeux pour éviter la dégénérescence maculaire. Donc l'œuf est un produit absolument remarquable, donc on n'a pas intérêt à limiter et qu'on peut prendre, car si vous avez du cholestérol, commencez déjà par régler l'ensemble de votre alimentation. Une fois que vous avez fait ça, condamnez les œufs. Et comme c'est un produit très rassasiant, il y a des gens qui peuvent manger plus d'œufs et qui ne mangeront pas d'autre chose et qui, de ce fait, se porteront bien. Et après, il y a la classique distribution, féculents, légumes, etc. Tout le problème se jouera, non pas sur les quantités, mais essentiellement sur les assaisonnements. C'est pour ça qu'on privilégie les bonnes huiles. Les bonnes huiles, ce n'est pas l'huile d'olive, la première, c'est l'huile de colza, les huiles combinées qui sont des huiles fabriquées industriellement, et puis ensuite les huiles oléagineuses, noix, noisettes, sésame, même si vous voulez, mais qui sont des huiles chères et qui se conservent peu. L'huile d'olive faisant partie du trio, mais n'étant pas la meilleure des huiles. Quand on a la possibilité, le problème qu'on a dans la cache-route, c'est le problème que je rencontre souvent dans les prescriptions sur une cache-route GLAD, je dirais. Ça veut dire pas une, parce que vous savez, dans la cache-route, j'ai tout. Hein. J'ai light, medium, cachère, très cachère, GLAD cachère. Donc c'est toujours très compliqué pour savoir comment prescrire une alimentation à quelqu'un. Le problème, c'est les apports en calcium. Or, en fait, les calciums va provenir de 3 sources. 1, les produits laitiers. 2, les légumes, et 3, les eaux minérales. Et donc 25% viennent des légumes et de l'eau minérale, et 70 à 75% viennent des produits laitiers. Donc on est obligé de prendre des produits laitiers. C'est pour ça que je suis obligé de les mettre souvent sur les petits déjeuners ou sur les goûters pour essayer d'avoir une bonne ration de calcium, ce qui est quand même très très important. Récemment, on a inventé le skyr. Au début, j'étais enthousiaste sur le skyr. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ça. Et pourquoi ? Parce que le skyr est une recette islandaise qui combine le lait avec du lait écrémé en poudre, donc qui dope considérablement le taux de protéines. Et on arrive à avoir 10 grammes de protéines, non pas pour 100 grammes, mais pour 120 à 140 grammes. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le skyr, le fromage blanc à 0%, apporte entre 6 et 7,5% de protéines, mais pour un prix 3 fois moins cher que le skyr. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi prendre le skyr, à l'exception du fait que mes amis de chez Danone et Dioplay et de Nestlé ont compris que la valeur ajoutée, elle était sur le skyr et qu'elle n'était pas sur le fromage blanc, qui est un produit pas cher. Donc voilà comment on construit une alimentation. Et après, on finit, bien sûr, par les fruits. Maintenant, pour les parents qui me racontent, là, je vais dire une horreur maintenant. Vous allez voir, ça va scandaliser un certain nombre d'entre vous. Les parents sont stressés avec les légumes et leurs enfants. Alors, je leur dis en général, madame, pour que votre fils ou votre fille mange des légumes, mettez du ketchup. Et là, la dame se lève de son siège et dit, mon Dieu, mais le ketchup est plein de sucre. Ouais, c'est vrai, il y a du sucre dans le ketchup. Je reviens à ma tomate de tout à l'heure. Le ketchup est une purée de tomates concentrée dans laquelle on additionne un peu de vinaigre et un peu de sucre. Taux de sucre du ketchup, le plus riche en sucre de ketchup, contient entre 22 et 24 grammes de sucre pour 100 grammes. Et quand vous mettez 2 cuillères à soupe dans l'assiette d'un enfant, vous lui avez donné, au bout du compte, 10 à 15 grammes de ketchup, ce qui représente grosso modo 3 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent des 2 tiers d'un sucre. Donc les parents ne donnent pas de ketchup à leurs enfants, mais donnent des bonbons à 4 heures. Voilà l'astuce, et voilà comment se construisent des réputations, vous savez. Et il y avait derrière la notion du ketchup, comme Coca-Cola, etc., cette notion d'anti-américanisme qui est véhiculée par un certain nombre de ceux qui ne sont pas nos amis, par exemple. Et donc, madame, donnez-lui du ketchup. On dirait du Paul Mirabel quand je vous dis ça. Et elle découvre que son fils ou sa fille, quand il prend des haricots verts avec les doigts, car les enfants mangent mieux avec les doigts qu'avec une fourchette, c'est plus facile pour eux, et qu'il trempe dans le ketchup, il a joué,
il a aimé le goût sucré et il a mangé les haricots verts. Voilà comment on règle le problème des enfants. Et pourtant, ça fait partie des tabous. Mais ces tabous, ils existent partout dans notre alimentation. Et malheureusement, les combattre, c'est aller contre des idées reçues qui font mal. Maintenant, combien de repas on doit prendre par jour? Un grand débat à l'heure actuelle. En 2014, je vais rétablir une vérité. En 2014, j'ai écrit un livre qui est paru en 2015 qui s'appelait « J'ai décidé de maigrir », dans lequel j'avais expliqué qu'après avoir étudié la bibliographie médicale, au fond, le petit déjeuner n'était pas du tout le repas le plus important de la journée. On n'est pas d'accord avec Maïmonide là-dessus, mais là, j'ai une expérimentation scientifique. Et dans lequel j'expliquais que quand on avait comparé un jeûne de 16 heures, de 20 heures et de 24 heures, on avait, quand les gens étaient au régime, un résultat meilleur sur le jeûne de 16 heures que sur le jeûne de 24 heures. C'était quand même assez surprenant pour moi. C'est a priori, le jeûne fait maigrir. Et pourtant, le jeûne de 16 heures mobilisait les graisses. Le jeûne de 24 heures ne mobilisait pas les graisses. Il mobilisait essentiellement le glycogène qui était contenu dans le muscle. Et c'est comme ça que j'ai sorti le jeûne intermittent en 2015. Il y a beaucoup de gens qui disent jeûne intermittent officiel, etc. Sauf que là, il y a une trace. Je l'avais écrit, il a été publié en 2015. Ce jeûne intermittent, en fait, ça revient à manger 2 repas par jour. Je reviens au début de cette conférence et où je vous disais que Maïmonide nous disait le nombre de repas par jour intelligent, c'est 2 par jour. Et récemment, enfin, je vais sortir un bouquin le jour de mon anniversaire, donc le 22 mai, je ne sais pas fait exprès, hein, et j'ai écrit un plat et basta. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'entendre mes filles me dire « Oh, t'es ennuyeux, crudité, la viande, les légumes, machin. » Moi, j'aimerais bien faire un plat et que ça soit équilibré. OK, on va faire un plat et basta. C'est rien, faire un plat et basta. C'est comment mettre dans un plat, dans une recette, tout ce qu'on peut manger. Il n'y a rien de plus simple. Donc, je reviens à l'histoire des repas. Quand j'ai écrit ce livre, je me suis intéressé à l'histoire des rythmes alimentaires dans l'humanité. Et en fait, quand on regarde l'histoire des rythmes alimentaires, on a mangé, selon les périodes, 1, 2, 3 ou 4 repas par jour. Il n'y a jamais eu le modèle des 3 repas par jour tel qu'il est fait dans le mode occidental, c'est-à-dire petit-déj, déj et dîner. C'est un modèle purement social. Il n'y a aucune notion biologique là-dedans, c'est-à-dire même si certains s'évertuent à dire qu'il faut absolument prendre le petit-déjeuner, c'est l'affaire des vendeurs de céréales du petit-déjeuner. Ce n'est pas l'affaire des gens et des hommes et des femmes, c'est l'affaire des vendeurs de céréales du petit-déjeuner. Mais rien biologiquement ne dit qu'on doit manger 3 repas par jour, de la même façon que le repas à composante entrée, plat, dessert n'est absolument pas un modèle à la française, c'est ce qu'on appelle le modèle à la russe. Les Russes servaient entrée, plat, dessert, les Français mettaient tout sur la table et chacun se servait, on mettait les plats les plus nobles du côté des assistants les plus nobles, et les autres mangeaient ce qui restait. Voilà, donc rien n'oblige de faire 3 repas par jour, rien n'oblige de faire 3 plats dans un même repas. Les 2 repas par jour, c'était une période... Alors, le petit déjeuner, en général, à la fin au début du XXe siècle, c'était l'apanage des ouvriers. Les ouvriers partaient avec une gamelle, ils mangeaient le matin une soupe et du vin, ou bien du pain et du vin. Ils prenaient un solide petit déjeuner, et ensuite ils prenaient leur repas et ils le mangeaient dans l'après-midi, entre 3h et 5h, 6h de l'après-midi, selon leur travail, et basta. Le repas à 3 composants, les 3 repas par jour se sont imposés au milieu du XXe siècle, et 4 repas par jour, toujours à la fin au début du XXe siècle, c'était l'apanage de 2 catégories de personnes, les gens qui travaillaient, qui avaient besoin de beaucoup manger, et les débauchés, c'est-à-dire ceux qui veillaient longtemps, qui restaient la nuit tard, etc. Voilà pourquoi notre modèle alimentaire est un modèle individualisé. Chacun d'entre vous a le droit de prendre 1, 2 ou 3 repas par jour. Je me souviens d'une émission de radio où j'étais avec une dinde, une ancienne Miss France, qui, quand j'ai dit qu'on avait le droit de manger un repas par jour, même si ce n'est pas la formule idéale, si on a l'habitude d'en prendre 3 par jour, c'est dit, mais comment un médecin peut dire ça? Juste parce que toi, tu es une dinde et que moi, je suis médecin, voilà, et que je sais ce que je raconte. Donc, un repas par jour, ce qu'on appelle one meal a day, oui, c'est possible à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus sympathique, mais c'est possible à faire. 2 repas par jour, c'est facile. Le jeûne intermittent, vous pouvez le faire jusqu'à la fin de vos jours si vous voulez. 3 repas par jour si vous aimez prendre le petit déjeuner. Et 4 repas par jour si vous aimez grignoter devant la télé ou dans l'après-midi. Le problème étant qu'une journée alimentaire, en fait, le corps se comporte de la façon suivante. Vous avez 3 réservoirs dans votre corps, un réservoir à sucre, un réservoir à graisse, un réservoir à protéines, et le corps se sert.
de ça. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas ce que vous mangez sur le moment, il se sert dans ces 3 réservoirs. Pour le sucre, il a 48 heures pour se servir. Pour les protéines, il a 1 semaine pour se servir. Et pour les graisses, il a jusqu'à 30 jours, voire plus, pour se servir. Ce qui explique d'ailleurs la lenteur de temps en temps de certains régimes. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer vis-à-vis de l'alimentation. Une alimentation, elle est personnalisée, elle dépend de vos origines, elle dépend de votre tradition alimentaire, elle dépend de vos moyens économiques, elle dépend également de la disposition que vous avez à des aliments. Et c'est pour ça que j'arrête pas de me battre ces temps-ci, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias, pour dire, une bonne alimentation n'interdit rien. Et deuxièmement, n'oubliez jamais de préserver le plaisir alimentaire dans votre alimentation. Quand je dis plaisir, ça ne veut pas dire excès, mais le plaisir alimentaire, de se régaler avec quelque chose, d'inviter, d'être conviviaux, d'avoir des gens à sa table. Et c'est comme ça que vous aurez une bonne alimentation. Voilà, je finirai là-dessus parce que je sais que tout le monde a toujours 1 ou 2 questions à me poser. Donc je vous laisse poser 1 ou 2 questions et après, j'irai manger. Au passage, il fallait me raconter que c'était un piège. J'ai mangé la pizza, j'ai mangé le fromage, j'ai mangé le pâté en croûte, j'ai mangé un bout de nem. J'ai réussi à éviter mon ami de chez Panzer pour pas qu'il me fasse déguster sa dernière charcuterie. Et donc, je dirai à ma femme que j'ai déjà mangé. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Une question. La question, c'était pourquoi les aliments à 0% sont mieux que des fromages pas à 0%, c'est-à-dire 20 ou 40%. C'est simplement parce que vous éliminez des matières grasses laitières. Donc, un yaourt ou un produit laitier à 0% a les mêmes caractéristiques nutritionnelles qu'un autre, moins les graisses, ce qui est plutôt un avantage parce que les matières grasses laitières n'ont pas vraiment d'intérêt. Il faut en prendre un peu. C'est comme le beurre. Le beurre contient de l'acide butyrique. Mais l'acide butyrique, c'est un produit dont on pense qu'il pourrait limiter la croissance des cellules cancéreuses. Donc voilà, c'est une école. Après, si vous n'aimez pas et si vous forcez à le prendre mais que vous n'aimez pas, vous revenez à ce que j'ai dit, il faut prendre du plaisir. Prenez-le à 20%, ça ne va pas bouleverser l'ordre du monde. Comment gérer un lipodème? En allant à la synagogue et en priant. Il n'y a pas de traitement. Hein? On fait des interventions chirurgicales, mais elles ne marchent pas. Alors, celle-là, elle est très bonne. Merci, madame. Madame, je vais dire ce que vous avez dit. J'adore. La dame, elle vient de me dire, elle n'est pas contente. Les 14 salades que j'ai critiquées au début, elle a dit, non, grosso modo, vous m'avez dit, vous n'avez rien compris. On est nombreux à Shabbat, on a envie de passer du temps avec eux et on veut faire plaisir à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça, moi? Je ne peux rien dire. Vous êtes tous d'accord parce que vous aimez manger. Allez. C'est quoi la question? Ah, la polémique, vous avez raison. La dame dit il y a une polémique sur le thon en boîte. Alors c'est une polémique, elle a été arbitrée par les organismes scientifiques qui ont dit que cette polémique n'avait pas lieu d'être. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, effectivement, si vous aimez les sardines en boîte, elles auront à peu près les mêmes qualités que le thon en boîte. Maintenant, vous allez m'expliquer comment on fait un sandwich tunisien avec des sardines. On a le droit de faire 2 repas par jour. Oui. Alors, quand j'ai dit 2 repas par jour, les produits laitiers sont interdits quand vous mangez de la viande. Mais si vous avez fait un repas de poisson, vous pouvez en manger. Et vous pouvez très bien faire un repas à l'ami. C'est pas... Moi, je trouve que c'est un très beau repas. C'est personnellement une bonne tranche de pain complet, disait Maïmonide, du fromage, 3 fromages, les 3 fromages les moins caloriques. Là, je vous donne des petits tuyaux. Camembert, chèvre
et mozzarella et feta. Mais la mozzarella est trop humide, donc il en faut beaucoup plus. Mais vous pouvez très bien faire un repas comme ça, de la même façon que vous pouvez faire un repas. Les salades, là j'ai fait un article pour un journal, quand vous faites une salade, par exemple une salade grecque, avec de la feta, des tomates, du concombre, des olives noires, etc., c'est une belle salade, ça fait un plat unique. On a le droit de faire un plat unique. Ah, pain complet baguette tradition, excellente question. Là aussi, j'adore transgresser. On a eu récemment un rapport sur la baguette tradition qui a montré que l'indice glycémique de la baguette tradition était inférieur à celui du pain complet. Donc en fait, la baguette tradition était formidablement intéressante. On n'a pas compris pourquoi. On pense que c'est la nature des ingrédients. Mais l'indice de la baguette tradition est à 55, celui du pain complet à 65, celui du pain blanc à 70. Donc finalement, on devrait tous manger de la baguette tradition. Attends, la dame. Oui, madame. J'attends. Comment? C'est quoi? Ah, le tian de légumes. Oui. Alors, madame veut maigrir en faisant des tians de légumes, ce qui est une assez bonne idée, mais ça dépend de la recette de tian, parce que si vous mettez de la crème fraîche, par exemple, vous ruinez le tian. Un nutritionniste, pour se rendre intéressant, lui a dit à partir d'un certain degré, les produits vont se dégrader, les sucres lents en sucre rapide, c'est vrai. Ça s'appelle la réaction de Maillard. Il aurait pu vous le dire. Mais cette dégradation est très faible et le sucre n'est pas un interdit, surtout quand il provient d'un produit qui contient des fibres. Donc, il a dit un truc pour se rendre intéressant. Vous savez pourquoi j'ai fait ce métier, madame? Parce que ma mère était obèse à la suite d'une dépression quand elle est partie d'Algérie. Et pour maigrir, elle a vu tous les escrocs de Paris. Mais tous, hein, on n'en a pas loupé un. Donc, et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai compris qu'elle n'allait voir que des escrocs, liés à ma rencontre avec Marian Apfelbaum, qui était mon maître en nutrition, j'ai fait ce métier. Mais je l'ai fait pour guérir ma mère. Voilà. Et j'ai eu la chance qu'à la fin de ses jours, pour une fois dans sa vie, elle m'a écouté. La seule d'ailleurs. Et elle avait fini par maigrir et elle s'en est allée après. Monsieur. Ah, bon, ben voilà. Est-ce qu'on peut remplacer un plat du soir par une assiette de fruits? Non, ça ne se compare pas. Ça vous rassasie, mais ça ne se compare pas. C'était la même chose que les cures monodiètes. Pour maigrir, absolument pas. Ça, je suis sûr. Par exemple, vous vous souvenez de ce régime où on disait manger qu'un seul aliment par jour, la cure de raisin? Bon, les gens mangeaient 1 kilo de raisin. Ah, mais je vous explique. Les fruits, je reviens au tian de madame. Les fruits, c'est quoi? Un fruit, c'est quoi? C'est du sucre et des fibres, et des vitamines et des minéraux, mais c'est du sucre et des fibres. Un fruit contient entre 9 et 18 grammes, pour le plus riche d'entre eux, de sucre pour 100 grammes. Quand vous mangez que des fruits, vous prenez du sucre dans de l'eau avec des fibres. Donc pour maigrir, vous êtes obligé de passer par des séquences alimentaires équilibrées. Autrement dit, je ne vous ai pas dit de faire 3 plats, je vous ai dit, mais vous faites une assiette avec des protéines, de préférence maigres puisque vous voulez maigrir, des légumes, un tout petit peu de féculents que vous cuisinez avec le moins de matière grasse possible ou que vous épicez. J'ai fait beaucoup la promotion de l'air fryer. Alors il suffit que je fasse la promotion d'un produit pour qu'il y ait un mec qui découvre que ce produit est cancérigène. Il n'est absolument pas cancérigène. L'acroléine et l'acrylamide, qui sont les deux substances dangereuses, ne peuvent se dégager que s'il y a de la graisse. Or, l'air fryer, c'est un produit sans matière grasse, donc c'était des conneries encore. Donc, vous les faites croquants, vous mettez du thym, du za'atar. Le za'atar n'est que du thym. Hein. Vous mettez du za'atar, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez un filet de citron. Ensuite, vous prenez une pomme et vous la faites cuire au four, même s'il y a un peu de sucre, selon le nutritionniste, et vous avez fait un repas de régime. CEP. Les CEP. La CEP, la sclérose en plaques. Alors, on a beaucoup cherché à propos de beaucoup de maladies, des relations entre les aliments et les maladies. Il n'y a rien. Ça veut dire tout ce qu'on voit simplement quelqu'un qui a une sclérose en plaques, il faut essayer qu'il ne soit pas trop lourd pour essayer de faciliter sa validité. C'est tout. Oui.
Mais quand on a un cholestérol haut, ça signifie rien. Vous avez un cholestérol qui est haut. Si vous avez par exemple, moi j'ai beaucoup de cholestérol, mais j'ai un HDL qui est au plafond. Donc en fait, je ne traite pas mon cholestérol et j'ai fait ce qu'on appelle un score calcique qui permet de mesurer l'état des artères. J'ai des artères toutes propres et pourtant j'ai du cholestérol, mais j'ai du HDL cholestérol comme mon père en avait, comme probablement mon grand-père en avait, génétique. Le pain de Shabbat est un pain très riche. Mais pourquoi vous mettez du sucre? Il n'y a pas de sucre dans le pain de Shabbat. Non, mais c'est la recette de votre mère. Le pain de Shabbat, j'ai calculé en moyenne, une challah qui pèse 1 kg de sang, elle fait 1200 calories. Donc en fait, pourquoi il est riche le pain de Shabbat? Parce qu'il y a de l'huile. C'est tout simplement ça, c'est l'huile qui a plombé le pain. Et donc, mais dans la halakha, normalement, c'est pas 40 grammes, hein, c'est 57 grammes normalement. Un quart de baguette, c'est-à-dire 60 grammes à 1200 calories. Ça veut dire que, en fait, pas 1200 calories, c'est pour la halakha. Ça veut dire, grosso modo, chez 60 grammes, il valent 280 calories. Après, j'arrête parce que sinon, ça ne s'arrêtera jamais. C'est 1200 calories de la challah entière, hein, oui. Mon petit déjeuner idéal, à moi, les crêpes, des crêpes avec un truc que je viens de découvrir. Non, monsieur. C'est une crème de citron. En fait, c'est du Nutella, mais c'est une crème de citron. Et vous mettez ça sur une crêpe. Mais en ce moment, je ne prends pas de petit déjeuner parce que je suis au régime. Voilà. Parce que mes petits-fils m'ont fait honte. Au tennis, ils ont dit ouais, tu cours plus comme avant. Donc, ouais. J'ai pas entendu. Un repas par jour, ça marche un peu moins bien que 2 repas par jour. Voilà. Les céréales du petit déjeuner, j'aime pas du tout. En fait, c'est des produits transformés qui sont enrichis en sucre. J'aime pas du tout. Alors bon, si les flocons d'avoine, ça va. Les Weetabix, ça va. Non, vous savez, les enfants, on peut être permissif avec les enfants. Juste pour une raison. C'est parce que pendant un certain temps, jusqu'à la majorité quasiment, les enfants n'auront pas de problème de santé. Donc en fait, on peut leur donner à manger. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai mes 2 petits-fils en ce moment à la maison, 15 ans et 12 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait manger autant. C'est pas possible. Oh là là. Merci, passez une bonne journée, je vous répondrai après. Et éclatez-vous bien avec les stands. Vous allez manger un gâteau maintenant, c'est ça?